Sud Radio Sport, le MAG, François Trio. 0826 300 300, vous êtes bien sûr les bienvenus pour interagir sur Sud Radio dans le MAG. On va parler de rugby bien sûr, mais aussi élargir l'actualité. 19h30 sur Sud Radio. Vous nous suivez bien sûr peut-être en voiture, sur le DAB+, ou alors sur l'appli Sud Radio, ou sur le site sudradio.fr. Bref, vous êtes bien sûr des nôtres sur Sud Radio. Le tour de l'actualité. On a parlé du rugby, on va reparler tout à l'heure bien sûr du bébé face au Stade Français. On aura la réaction de Christophe Furios et des différents acteurs de ce match. Mais parlons aussi de ce qui s'est passé en dehors du rugby, mon cher Quentin. Et j'imagine, vu votre curiosité, qu'il y a bien 2-3 trucs qui vous ont un petit peu intéressé. Exactement, il y a du football notamment avec la 9e journée de Ligue 1 qui se poursuit aujourd'hui. C'est extrêmement intéressant de savoir que Rennes s'est imposé 3-1 face à Strasbourg, qui était déjà 18e de Ligue 1, donc c'est très compliqué pour les Strasbourgeois. Il y aura à 21h Paris Saint-Germain, Nice, c'est un match important dans la quête à la place de leader, puisque le Paris Saint-Germain est actuellement 2e suite à la victoire hier de l'Olympique de Marseille, 3-0 à Angers. Il y a de la Ligue 2 en ce moment avec le multiplex Rodez-Amiens 0-0, même score entre Niort et Guingamp, 1-0 pour Valenciennes face à Sochaux, et puis ensuite 0-0 entre Dijon et Le Havre, entre Caen et Quevilly, entre Nîmes et Paris, et entre Annecy et Bastia, et puis Metz mène face à Pau sur le score de 1-0. Il y a également du foot anglais aujourd'hui, François, avec notamment Chelsea qui s'est imposé à Crystal Palace 2-1, match nul entre Liverpool et Brighton 3-3. Everton s'est imposé à Southampton 2-1, et puis Arsenal a battu Tottenham 3-1 et reste en tête de la Première Ligue alors qu'on dispute en ce moment la 9e journée. Et puis enfin un mot de Formule 1 avec Charles Leclerc qui signe sa 9e pole position de la saison. C'est pour le Grand Prix de Singapour. Il s'élancera sur la grille de départ juste devant Sergio Pérez, le pilote Red Bull. Bien, on sait tout. Merci Quentin. Le tour de table de l'actualité avec Philippe Spanghero, Julien Thomas, Alexandre Priam. Tiens, on va vous donner la parole, Alexandre Priam. Voilà, qu'est-ce que vous avez retenu dans l'actualité ces derniers jours, ces dernières heures, qui vous a interpellé? Ah, de la poésie. Ouais, beaucoup de poésie, beaucoup de poésie avec un grand poète tennis. Oui, parce qu'on peut être poète et tennisman, même si parfois il faut faire des choix. Benoît Paire, lui, refuse toujours cette idée-là de faire des choix. Il veut avoir un univers pluridisciplinaire, voilà, pouvoir allier les deux sur un terrain de tennis. Il était à Lisbonne. Alors, il avait commencé doucement. C'était hier. Hein, il avait commencé tout doucement parce que il n'était pas tout à fait satisfait de voir son adversaire aller un peu trop aux toilettes. Vous savez, vous avez le droit d'aller aux toilettes entre les sets. Lui, il aime pas ça, Benoît Paire, écoutez-le. Il part aux toilettes pendant 45 minutes. 45 minutes, c'est pas son tennis. Il va aux toilettes 5 minutes, allez, va. Alors, il part aux toilettes pendant 45 minutes. Il aime pas le tennis, c'est pas un joueur de tennis. Voilà ce qu'il dit face à son adversaire. Et Benoît Paire gagne ce match, hein. Ça noté. Aujourd'hui, il affronte un autre joueur. Et là, pour le coup, nous ne cautionnons absolument pas ses propos, mais Benoît Paire a complètement vrillé. Alors il a pris 2 doubles avertissements là-dessus, pour insulte évidemment, et pour balle envoyée dans le public. Alors on peut pas tout expliquer ce qu'il a dit, mais il a conseillé à quelqu'un d'aller avoir des activités auprès de personnes tarifées. Voilà. Mais de luxe. Benoît Paire, mais de luxe, effectivement. Benoît Paire qui le joueur adversaire. Non, son adversaire. Ah bah non, son adversaire. Mais qu'est-ce qui vous choque? Enfin, les propos, ça, on a compris, ça choque tout le monde. C'est vulgaire et malvenu. Mais qu'est-ce qui est choquant? Il faut sanctionner Benoît Paire, il faut l'interdire d'aller sur un terrain. Tiens, qu'est-ce que vous en pensez, nos consultants? Julien Thomas. Quand j'entends ça, c'est match arrêté, match perdu, et puis voilà. Ah oui. Moi, je le vois comme ça. D'accord. Ça peut pas. C'est comme si on insultait sur un terrain les joueurs et que l'arbitre dise rien. On prend pas un rouge, rien du tout. Et je pense qu'au rugby, tu prends un rouge et tu sors. Là, t'arrêtes le match et puis terminé. C'est en plus souvent il est un peu dans ce registre-là. Dans quel sport on tolère ça en fait? Mais ouais, c'est ça. Dans le sport, c'est pas le. Ouais, mais ouais, peut-être, mais encore, je sais pas.
Alors, excusez-moi de penser que le tennis est peut-être plus élégant que le football. Ouais, mais je le pense sincèrement. Le tennis français en ce moment est dans la difficulté, parce qu'il y a eu l'affaire de Corentin Moutet aussi cette semaine. Le tournoi d'Orléans. Exactement, qui s'est pris le bec au filet en fin de match avec son adversaire au moment de se serrer la main. Oui, mais bon, visiblement, il y avait un contentieux entre les deux hommes et voilà. Mais enfin, il l'a fait reculer et ça, c'est plutôt pas mal. C'est ça. Il avait perdu le match, mais il a gagné l'impact. Il l'a fait reculer. Bon, voilà, il vaut mieux en rigoler, mais c'est vrai que c'est pas des super images à montrer. Même si, pour ceux qui ont pratiqué ce sport et notamment en compétition, même à un tout petit niveau, c'est quand même un sport qui rend fou. Hein. Donc, voilà, Philippe Manguero, ça fait réagir ou pas? Ouais, alors, ça me fait réagir et plus particulièrement. Ça te fait marrer, on le sait, Philippe. Non, mais je suis très mitigé sur ce joueur parce que, à la fois, c'est vrai qu'il y a ce devoir d'exemplarité des grands sportifs, il faut en avoir conscience et on ne peut pas se comporter comme ça. Il a beaucoup trop d'écart à son actif, mais malgré tout, j'ai une forme de sympathie pour lui parce que il y a aussi dans ce sport pro aujourd'hui un côté très aseptisé. Et on sent que c'est un joueur qui assume complètement ses positions avec les risques qu'il encourt en termes de perte de sponsors, de problèmes d'image. C'est un joueur qui est droit dans ses bottes par rapport à ce qu'il est, au discours qu'il a depuis le début. Alors, mais pourquoi il arrête pas de jouer, pourquoi il continue de jouer au tennis s'il prend plus de plaisir en fait? C'est ça la question que je me pose moi. Non, parce que personne ne le force. Parce que c'est son boulot. Non, mais je crois que c'est parce que c'est sa vie, c'est son gagne-pain. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a trop d'écart et qu'il faut qu'il soit sanctionné plus durement. Ça, je suis d'accord avec Julien pour ça. Après, j'ai une forme de respect pour ses prises de position et sa capacité à assumer. Voilà. Même si je cautionne rien du tout, encore une fois, et que le sport, de façon générale, doit être dans notre société un territoire dans lequel on met en avant justement des belles valeurs, notamment le fair play, le respect de l'adversaire et le rapport à l'autre. Bon, là, sur ce terrain, il dérape beaucoup trop régulièrement, mais par contre, c'est aussi la faute des instances qui ne le sanctionnent pas assez durement. Un fado et au lit. Ouais, mais c'est surtout que François, le tennis par rapport à un sport comme le rugby collectif, t'es 15 contre 15, 30 sur le terrain, tu peux t'énerver, parler un peu dans ta barbe, personne l'entend. Là, t'es entre les 7, il y a pas un bruit en tribune, t'es 1 contre 1 et puis dès que on entend les mouches voler, donc c'est sûr que que ça agace, t'entends que lui en plus. Donc je pense qu'un professionnel comme il y a de la maîtrise quand même à avoir. C'est vrai, mais je suis vraiment, et à la fois je comprends la position de Philippe de dire qu'il y a un peu d'affection aussi que génère ce joueur, qui doit être, je le connais pas, mais fort sympathique, mais c'est vrai qu'il peut être très énervant, exaspérant, parce qu'on a envie, en plus vu son talent, qu'il soit beaucoup plus calme et qu'il se concentre sur son tennis. Mais voilà, mais bon, en tout cas c'était le tour de table de l'actualité d'Alexandre Priam. Merci Alexandre. Julien Thomas, justement, vous voulez nous parler d'échecs, mais c'est pas un sport. Les échecs. C'est un peu une histoire insolite. C'est un sport cérébral. Donc, exactement. Donc là, on est plus dans le cérébral, mais ça rejoint un peu ce que demandait Benoît Paire, d'ailleurs. Donc accrochez-vous, restez assis parce que ou pas, ça peut faire mal. Il me tarde de voir comment tu vas le présenter parce que je sais de quoi tu parles. Merci. Je me délecte à l'avance. Vas-y. D'accord. Non, c'était par rapport justement aux échecs. Donc, il y a quelques jours, il se déroulait un tournoi à Saint-Louis au Canada. Et on réunit tous les champions, et notamment le champion du monde, Magnus Carlsen, et ses rivaux qui étaient 19 ans, un jeune en plus, Niemann. Et donc, du coup, ce gros tournoi était télévisé et vraiment médiatique. Et puis, juste avant le tournoi, il est quintuple champion du monde, Carlsen. Il met un tweet, je me retire du tournoi, j'ai toujours aimé jouer ici, enfin j'espère y revenir. Donc la délégation et l'organisation s'inquiètent. Il déplace forcément la diffusion à la télé du tournoi et fait passer tous les joueurs au scanner du fait que peut-être il y a tricherie ou il y a quelqu'un qui est allé tricher pendant ce tournoi. Donc tout le monde passe au scanner, etc. Tout se passe bien. Le tournoi démarre et finalement, arrivé dans les phases finales, il y a Carlsen, champion du monde, face au jeune Niemann de 19 ans. Et c'est Niemann, le jeune, qui gagne.
Donc là, il y a suspicion de tricherie. Donc, pour ceux qui savent, il y a eu finalement enquête, etc. de tricherie, mais c'est comment savoir et comment tu sais peut-être qui triche. Est-ce que vous avez une idée, François? Non. Oui, on a la réponse. Demande à Brigitte. Demande à Brigitte. Pierre. Donc, en fait, il trichait avec un complice sur un plug anal et toutes les vibrations lui donnaient position de jouer la main et de ce qu'il fallait faire en fonction de la vibration qu'il recevait. Donc, tricherie éliminée par un plug anal. Voilà. C'était mon tour de table. Je comprends pas la triche. Je la comprends pas, la triche, en vrai. Qui l'aide? Ça me choque pas. C'est ni plus ni moins que du morse par les fesses. Exactement. Ouais. Mais tout à fait. Non, mais c'est vrai que tu as raison. Je trouve ça très ingénieux. Ça devait être long quand même. Le morse a quand même été très utilisé et bien sûr. Et voilà, donc là c'est une façon de le traiter différemment et en plus potentiellement de prendre du plaisir. Voilà. Ouais. Et il a duré 4 jours le tournoi. Non, je rigole. Je comprends ce final. Voilà, c'est ça le tour de table de l'actualité. C'est aussi sortir un petit peu des sentiers battus, des résultats, des classements et avoir des histoires un petit peu différentes. Vous, Philippe Spanghero, vous voulez plutôt parler d'un feuilleton. C'est un vrai feuilleton, la vente de l'Olympique lyonnais. On nous en parle, on nous l'annonce, mais en fait, elle est différée, encore une fois. Il faut dire qu'il y a pas mal d'argent en jeu quand même. Je suis beaucoup moins exotique, excusez-moi. mais oui, je voulais parler du feuilleton de la vente de l'Olympique lyonnais, qui est quand même un vrai fait marquant dans l'histoire du foot français. Jean-Michel Aulas, qui est un des personnages centraux de ce sport depuis les années 80. Il a racheté ce club en 1987. C'est 32 ans de présidence. Il a fait de ce club une des machines quand même, une des locomotives du foot français, avec des derniers projets hyper ambitieux, la propriété de son stade, de toutes les installations, des académies, etc. Et puis donc il a décidé de passer la main, avec il y a quelques jours une interview dans laquelle il était extrêmement confiant sur la vente avant le 30 septembre. Il y avait quelques détails à régler, notamment avec les créanciers, puisque vous imaginez qu'un club comme ça a forcément des dettes et plusieurs partenaires bancaires avec qui il faut discuter pour montrer patte blanche sur le repreneur et la reprise des créances. Et puis finalement, hier, cette vente qui devait se faire, c'est pas faite. Et les dernières déclarations prêtent un peu plus à confusion parce que visiblement tous les partenaires bancaires étaient vus et puis finalement on apprend que c'est pas le cas et que finalement le racheteur qui est un industriel, enfin un chef d'entreprise américain a besoin d'un fonds d'investissement à ses côtés à des hauteurs un peu plus importantes que ce qui était dit au départ en termes d'accompagnement financier. Donc voilà, il y a beaucoup de questions qui se posent. Et forcément un flou qui se crée et peut-être une vente avortée. Bon, on parle quand même d'un club qui a une valeur de plus de 800 millions d'euros, un rachat à hauteur de plus de 400 puisque y a des dettes à côté. Donc voilà, c'est un épisode quand même à suivre, qui est un épisode marquant du sport français. Effectivement. Est-ce qu'on doit s'en inquiéter là de ces retards, parce qu'il y a quand même des communications rassurantes, mais est-ce que ça cache peut-être un changement un peu de dernier moment, même si on nous explique que c'est souvent comme ça, les rachats, voilà, c'est inquiétant ou pas? Ouais, alors je trouve ça un peu inquiétant parce que connaissant Jean-Michel Aulas et puis à ce niveau d'argent dont on parle, je trouve que la communication d'il y a un peu plus d'une semaine, soit elle était mal maîtrisée et pas tout à fait complète, soit il y a eu dans les derniers jours de la friture sur la ligne, puisque le 21 septembre, il dit que les partenaires bancaires sont vus, que grosso modo, il n'y a pas de sujet, que la vente se fera avant le 30 septembre, puisqu'il y a eu un accord d'exclusivité et de vente ferme qui avait été signé en juin, avec une date d'échéance au 30 septembre, et il fallait que ce soit signé au 30 septembre. Alors bien sûr, dans ce genre d'accord, si les deux parties sont en phase, on peut décaler la date de signature et remettre en place l'accord pour une date ultérieure. Mais là, ça interpelle quand même un peu
puisque la sérénité vraiment qu'on avait vu afficher là des derniers jours, c'est pas la même que celle des communications d'hier. Donc voilà, ça, en effet, ça pose question et ça peut être inquiétant. Alors inquiétant, oui et non, puisque c'est pas un club en danger. L'actionnariat de ce club est solide. Jean-Michel Aulas n'est pas obligé de vendre par une accumulation de dettes et un club au bord du dépôt de bilan. Il est plutôt d'ailleurs en position de force puisqu'il a un club quelque part, malgré un endettement important, mais comme à cette échelle-là dans le foot, plutôt en bonne santé. Donc je pense qu'il ne veut rien lâcher dans la négociation, ce qui peut se comprendre. C'est du coup ce qui fait que peut-être il y a une situation de blocage dans les derniers jours. Mais en effet, ça pose quand même vraiment question. Merci Philippe Spanghero pour ce coup de cœur entre guillemets, ou en tout cas votre info à retenir de la semaine. Moi, si je peux me permettre juste, c'est peut-être juste souligner la performance qui est en cours d'un ancien joueur qu'on a connu en top 14 à Brive et à Oyonnax. Il s'appelle Damien Brown. Il avait également été champion d'Europe avec le Leinster. 42 ans. Damien Brown, il s'est lancé un peu dans une reconversion. Il a pris sa retraite en 2015 d'aventurier. Voilà, l'an dernier, il avait tenté l'ascension de l'Everest. Là, il est en train de traverser l'Atlantique à la rame et il est à peu près entre New York et Galway. Il est à peu près à 100 000 nautiques, donc 200 et quelques kilomètres des côtes irlandaises. Voilà, et il est en train de traverser à la rame en solo l'Atlantique. C'est fait partie aussi des anciens joueurs qu'il faut suivre et dont il faut suivre la destinée. Bien sûr, on vous tiendra au courant, mais voilà, c'est un petit peu l'info du week-end, même si visiblement il a l'air de souffrir là sur ces dernières semaines de navigation, et puisqu'il est vraiment tout seul sur l'Atlantique. Damien Brown, dont on se souvient, Julien, vous l'avez croisé, vous, Damien Brown? Oui, je l'ai croisé, bien sûr. Juste ma question, François, c'est pour une association ou c'est un défi personnel? J'ai l'impression que c'est un défi personnel parce que dans les challenges qu'il veut relever, il y avait également le marathon des sables. Et voilà, l'article que j'ai lu sur Rugby Pass, pour ceux qui connaissent ce site, ne rentrait pas plus dans les détails. Et un autre joueur qui fait exactement un peu dans le même registre, que j'ai joué contre, mais surtout mon entraîneur à la section paloise, c'est Karl Lehmann. Ouais, exactement, qui a eu là après avec les commotions quelques soucis, et du coup il s'est lancé dans les mêmes défis et il est totalement sur l'Everest, etc. Et il est en plein projet de cette compétition individuelle, on va dire. Ah ben, on leur souhaite en tout cas, et on suivra les évolutions de ces joueurs. Voilà, on va se retrouver dans un instant pour parler du rugby anglais, le rugby des clubs qui est en difficulté et qui pourrait avoir un impact sur notre rugby français et notamment le top 14. On va en parler dans un instant. Restez bien avec nous. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Mais où peut-on trouver des bananes à prix coûtant à 99 centimes d'euros le kilo? Ici, dans mon jus banane, framboise pomme. Ah non, c'est plutôt un jus pomme framboise banane. Mais non, ça c'est framboise pomme banane. Ok. Et oui, quand la vie coûte plus cher, vous pouvez compter sur 4 fruits et légumes à prix coûtant dans vos magasins U. Du 29 septembre au 1er octobre, les bananes sont à 99 centimes d'euros le kilo. 99 centimes d'euros. U. Commerçant autrement. Variété Cavendish, catégorie 1, calibre P20. Origine Côte d'Ivoire, France, Équateur, Cameroun. Voir modalité et magasins participants sur magasin-u.com. Il y aura plus de 1000 voitures anciennes, mais également des motos. Il y aura des parades, des animations, beaucoup d'ambiance. Sans oublier des roulages sur la piste, une bourse d'échange gratuite et plein de surprises. On va même célébrer les 50 ans de la mythique Renault 5 avec Jean Ragnotti. Samedi 8 et dimanche 9 octobre, le Classic Festival revient sur le circuit Paul Armagnac de Nogaro. Une édition historique avec en invité d'honneur Olivier Panis. Le Classic Festival, les 8 et 9 octobre de 9h à 18h à Nogaro dans le Gers. Info sur classicfestival.fr. Chez Jardiland, nous avons à cœur de proposer à votre chat ou à votre chien des produits soigneusement sélectionnés par nos experts nutrition. Du 30 septembre au 2 octobre, venez profiter de 40% de remise sur le 2e sac de croquettes en magasin et sur jardiland.com. Jardiland. Cultivez votre bien-être. Sud Radio Béziers. 102.6. Sud Radio. Bienvenue chez Dacia Service. Pour votre révision, on vous a réservé votre huile favorite. Vous l'aviez adorée la dernière fois. Et on a aussi contrôlé la pression de vos pneus pour être gonflé à bloc.
Avec Dacia Service à prix Dacia, votre Dacia se sent comme à la maison. Profitez de la révision Eco avec ses 38 points de contrôle à partir de 89 € dans l'un des 4000 points Dacia Service. Réservé aux particuliers jusqu'au 31 octobre. Conditions et prise de rendez-vous sur dacia.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun. C'est quoi parier? Parier, c'est connaître les joueurs, les équipes. C'est connaître le calendrier, connaître l'historique. Mais parier, c'est surtout savoir reconnaître les grosses occasions. Comme ce dimanche, avec le Super Pactole Loto Foot de 2 500 000 €. Préparez votre grille sur l'appli Parions Sport Point de Vente. Parions Sport, nous sommes les parieurs. Montant minimum à partager entre les gagnants du rang 1 Loto Foot 15. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. EDF. Vous voyez ce radiateur là? Ah, bah non, évidemment. Eh bien, sachez que le radiateur devant moi fonctionne et pourtant, je fais 7% d'économie sur le chauffage. Mais quel est ce prodige, me direz-vous? Eh bien, j'ai juste baissé la température d'1 degré. Ça fait partie des gestes utiles EDF pour faire des économies et préserver le réseau électrique. Je baisse, j'éteins, je décale. Découvrez les gestes utiles pour vous et pour tous sur edf.fr/gestes utiles. Source ADEME, l'énergie est notre avenir, économisons-la. Sud Radio Sport, le MAG, François Trio. Le MAG Sud Radio pour parler de tous les sports, on en a fait la preuve. On a parlé d'échecs et j'en passe avec des détails assez saugrenus. En tout cas, on continue et on revient sur le rugby et là on est encore plus crédible. Voilà pour parler notamment du championnat anglais et des soucis d'un club, Worcester, suspendu par sa fédération. Messieurs, Philippe Spanghero, Julien Thomas, Alexandre Priam et notre invité Damien Dussault qui est agent de joueurs. Bonsoir Damien. Bonsoir à tous. Merci d'être avec nous. Alors c'est vrai, ce club de Worcester, les Warriors que l'on connaît, où a évolué d'ailleurs Thomas Lombard notamment, entre autres, à l'époque, a eu de graves difficultés financières et donc a été suspendu de toute compétition. Oui, c'est pas le seul parce que Alexandre, il faut le dire, Worcester donc suspendu de toutes les compétitions, mais effectivement il y a un effet immédiat, qui va avoir un impact sur la compétition. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est l'impact sur le championnat français. Est-ce qu'il y aura plus de joueurs anglais qui vont vouloir venir en top 14? Ça, c'est un peu la question qu'on va poser juste après à Damien. Mais juste peut-être nous parler des difficultés, Alexandre, des clubs en dehors de Worcester. Oui, alors il y a des dettes brutes qui sont colossales pour les clubs de Premiership. Les Wasps, par exemple, c'est 113 millions de pounds, donc de livres sterling. Bristol, 50 millions. Et puis après, ça oscille beaucoup entre 30 et 40 millions jusqu'au Sale Sharks. Worcester n'est qu'à la 10e pire dette brute. Vient ensuite les Saints de Northampton, Gloucester et les Chiefs d'Exeter. Ce n'est pas un cas isolé. C'est un problème systémique du côté de la Premiership, avec des acteurs privés qui se désengagent parfois parce que ce rugby-là n'est pas régulé. Il n'y a pas de DNACG en Angleterre et surtout il est très dépendant de l'actionnariat privé. Damien Dussault, agent de joueurs, comment vous voyez ça, vous, ces problèmes et comment ils vont impacter nos clubs? Déjà, c'est toujours catastrophique pour les joueurs, évidemment, qui sont tributaires de ces situations. Comment ça va l'impacter? Déjà, tous les joueurs de Worcester se proposent ou sont proposés un peu partout en France. Maintenant, il n'y a pas... les 50 joueurs ne trouveront pas aujourd'hui un contrat en France. Effectivement, je pense qu'il y aura plus de joueurs anglais directement là, maintenant, et ensuite en fin de saison qui vont essayer de venir en France. On a un salary cap un peu plus grand que le leur, mais on a aussi un système de GIF relativement contraignant pour les clubs, donc malheureusement ça va être difficile pour certains joueurs. On a entendu parler du retour de Mercer qui a été sacré meilleur joueur de top 14 cette semaine et de l'arrivée de Simons à Montpellier. Est-ce que il y a, dans la foulée des difficultés de Worcester, vous agents, vous sentez le marché on va dire impacter nos clubs avec une arrivée en force des Anglais la saison prochaine? Oui, je pense, parce que déjà, les meilleurs joueurs vont essayer de venir en France, ce qui est plutôt logique. Et puis en plus, on est une année de Coupe du Monde, donc ils seront à la fin d'un cycle. Eux, ils ont la règle quand même contraignante qui a notamment impacté Zach Mercer de pas pouvoir être sélectionnés s'ils ne sont pas sous contrat en Angleterre, dans un club. Malgré tout, il y a des joueurs qui vont être au bout de leur aventure internationale.
Donc déjà, il y aura les meilleurs qui vont essayer de venir, et probablement qui vont venir. Et puis ensuite, il y aura d'autres joueurs peut-être de moins gros calibre, entre guillemets, ou des noms moins impressionnants, qui vont arriver, et sûrement en top 14, mais aussi en Pro D2, voire à des niveaux inférieurs comme la Nationale ou la Nationale 2, sachant que leur deuxième division, elle est, d'un point de vue économique, très loin de la nôtre. Est-ce qu'il y a des noms comme ça qu'on peut donner déjà ce soir, des joueurs qui seront des cibles potentielles pour les clubs français et des grands joueurs anglais? Je pense, on entend déjà des noms circuler. Je pense à Kyle Sinclair, le pilier droit de l'Angleterre, Jack Nowell, l'ailier d'Exeter. Il y en a d'autres. Je pense que tous les internationaux qui ont passé 28-29 ans, très clairement, s'ils peuvent venir en France, ils viendront en France. Surtout que, au-delà de la situation des clubs aujourd'hui, leur salary cap aujourd'hui, il est à 5 millions de pounds. Ça fait quoi? Ça fait 5,7 millions à peu près en euros. Nous, on est à 10 millions. Ça fait quand même une grosse différence pour ces joueurs-là pour essayer de trouver un contrat d'envergure pour prolonger leur carrière. En Angleterre, ça va devenir assez compliqué pour eux, je pense. Question de Philippe. Semble-t-il, Elliot Daly est présenté un petit peu partout en France, à noter. Oui, très bon joueur. Question de Philippe Spanghero, peut-être à Damien Dussault. Alors une question et puis un constat aussi. Salut Damien. Il y a une vraie interrogation quand même concernant le salary cap anglais. On le disait, il n'y a pas de DNACG. On voit quand même des clubs puissants détenus par des gros actionnaires privés avec des budgets importants. Comment c'est possible, même avec une économie plus faible en termes de billetterie, de merchandising, d'accumuler des dettes pareilles avec des salary cap aussi raisonnables? Moi, j'y crois pas. Alors, bien sûr, il y a les marquee players qui sont ces joueurs stars qui peuvent sortir de l'enveloppe du salary cap et qui viennent un peu gonfler la masse salariale. Mais malgré tout, il y a quelque chose qui colle pas pour moi dans ce rugby anglais, qui est pour moi la vraie chance pour le rugby français de voir ce vers quoi il faut pas tendre. Puisque, juste pour finir, Damien, avant de te laisser répondre, c'est vrai que le fait d'avoir sacrifié cette deuxième division pour essayer de spéculer sur la première division en gelant les montées et les descentes, pour avoir des équipes et des clubs qui éventuellement se monnaient à la hausse et puissent se revendre en assurant la place en première division, ça montre la faillite de ce modèle, quelque part, ce qui se passe dans le rugby anglais aujourd'hui. Bonsoir Philippe. Déjà, je pense que c'est un secret de polichinelle que les clubs anglais ils trichent beaucoup, puisque certains se sont fait attraper, notamment les Saracens. Donc, je pense que ça explique aussi en partie ce genre de choses. Je pense qu'ils ont voulu aussi certains, je pense aux Wasps par exemple, qui ont, je pense, eu un businessman qui était basé sur leur Ricoh Arena, mais il y a eu le Covid, donc il ne se passait plus rien à la Ricoh Arena. Je pense qu'il y a plusieurs facteurs, on va dire. Dans les stades, il y a moins de monde. 1. 2, effectivement, je pense qu'en dehors, ils trichent beaucoup. 3, je pense que c'est des clubs qui ont aussi massivement investi ces 10 dernières années dans les centres d'entraînement, rénover les stades, etc. Donc ils se retrouvent aujourd'hui avec des dettes colossales et effectivement, même si le salary cap il est bien moins important, ils n'arrivent plus à faire face à ça, et dès qu'un actionnaire privé s'en va, c'est la panique, comme c'est le cas à Worcester par exemple. Mais effectivement, je pense aussi, après ça c'est très subjectif mon avis, mais qu'ils se sont trompés en donnant pas de valeur à leur deuxième division, qui aujourd'hui est quasiment semi-professionnelle, on va dire, pour les 3/4 des clubs, et de fait il n'y a plus, on va dire, de deuxième chance non plus. Donc ils ont moins de joueurs de très haut niveau, parce que dès que les joueurs ils sortent du système professionnel pour arriver en deuxième division, voire en troisième division, ils reviennent jamais au niveau supérieur. Oui, et on comprend mieux effectivement les difficultés anglaises après votre intervention, Damien Dussault, et celle de Philippe Spanghero. Je vous remercie, Damien, d'avoir été avec nous en direct sur Sud Radio. On a noté tous les joueurs et tous les clubs qui allaient les prendre. Merci pour les infos. Allez, à bientôt en tout cas sur l'antenne de Sud Radio. C'est toujours un plaisir de vous avoir. On va se retrouver dans un instant. Un gros plan sur la Coupe du Monde féminine dans un instant. Sud Radio, restez bien avec nous. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.
Carrefour. Si je vous dis ananas. On dit ananas ou ananas? Le côté acide et sucré en même temps. Wow. Et si je vous dis que c'est le mois bingo et que jusqu'à demain, chez Carrefour, Carrefour Market et leur Drive, l'ananas extra sweet est au prix imbattable de 99 centimes la pièce. Et si vous trouvez moins cher ailleurs, on vous rembourse 2 fois la différence. C'est ça, un prix imbattable. Carrefour. On a tous droit au meilleur. Origine Costa Rica et ou Côte d'Ivoire, catégorie 1, calibre A8, détails sur carrefour.fr. Bienvenue aux gourmands qui gardent toujours une petite place pour le dessert. Et à vous qui aimez aussi vous faire plaisir à petit prix. En ce moment chez Picard, profitez de moins 30% sur une sélection de produits avec la carte Picard et nous, comme nos 2 moelleux chocolat caramel beurre salé à 2,94 € au lieu de 4,20 €. Et cumulez des points à chaque achat pour encore plus d'avantages. Picard, pour le bon et le meilleur. 180 grammes, soit 16,33 € le kilo. Modalité sur picard.fr. Pour votre santé, évitez de grignoter. Se sentir en pleine forme, c'est essentiel, non? Et chez Basic Fit, vous faites du sport, avec qui vous voulez et comme vous voulez. Maintenant et temporairement, 4 semaines offertes et un sac de sport. Rejoignez-nous et revenez à l'essentiel, au fitness. Basic Fit, go for it, lancez-vous. Offre valable du 22 août au 31 octobre 2022 pour toute nouvelle souscription d'1 an. Conditions sur basic-fit.fr. Sud Radio Perpignan. 103.2. Sud Radio. Leclerc. Du 28 septembre au 8 octobre, c'est l'opération anniversaire au manège à bijoux. C'est pourquoi la jolie paire de boucles d'oreilles or jaune 18 carats 750 millième 0,83 grammes et oxyde de zirconium est à seulement 67 €. Et en magasin, profitez du grand jeu anniversaire avec des nombreux lots à gagner d'une valeur totale de plus de 20 000 €. Le manège à bijoux, première bijouterie de France en or 18 carats 750 millième. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Jeu sans obligation d'achat, voir conditions et règlements du jeu en magasin ou sur lemanègeabijoux.com. On est un ovni dans le monde de l'assurance et on le cultive. À la mutuelle de Poitiers Assurance, vous n'avez pas de plateau téléphonique. Pourquoi? Tapez 5, tapez 2. Les gens, ils ont plus envie de ça. Avec les plateformes téléphoniques, on déshumanise les choses et il faut combattre ça. Les gens aujourd'hui, le fait de s'assurer chez quelqu'un qui est proche d'eux, c'est ce qu'ils recherchent. Ils ont besoin de revenir à ces valeurs-là, à cet échange, à ce contact. Et ça, pour moi, ça n'a pas de prix. Il faut conserver ce modèle. Vraiment. Mutuelle de Poitiers Assurance, votre assureur vous connaît et pour vous ça change tout. On veut toujours ce qu'il y a de mieux. Et le mieux, c'est quand on se sent bien chez soi. Quand en fait tout est bien, mais en mieux. Et oui, n'attendez plus, le mieux c'est Cuisinella. Jusqu'au 29 octobre, bénéficiez jusqu'à 1 500 € d'avantages. Oui, 1 500 €. Alors rendez-vous vite en magasin. Cuisinella, la 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 la. Jusqu'à 1 500 € TTC d'avantages, hors pause, livraison sanitaire et électroménager. Voir conditions en magasin participant. Vous écoutez Sud Radio, il est 20h passé de 2 minutes. Parlons vrai. On parle vrai bien sûr en continuant le MAG Sud Radio qui déroule l'actu rugby et sport de ce samedi. Mais on se retrouve dans un instant juste après le flash avec Florian Pierrat. Bonsoir Florian. Bonsoir à tous. Il n'y a à ce jour pas lieu de suspendre de manière conservatoire Julien Bayou. Déclaration aujourd'hui dans un communiqué du parti Europe Écologie Les Verts à propos de son ancien secrétaire national qui a démissionné après des accusations de violence psychologique sur une ex-compagne. Les Verts qui réaffirment par ailleurs leur confiance dans la cellule interne contre les violences sexuelles et sexistes. Hier, le journal Libération a affirmé que Julien Bayou vivait sous la pression et la surveillance d'un collectif féministe du parti. Dans l'actualité également, des files d'attente de clients aujourd'hui devant certains magasins à Camailleux. L'enseigne de prêt-à-porter féminin a fermé définitivement ce soir les portes de ses 512 boutiques. L'entreprise en difficulté financière a été placée en liquidation judiciaire mercredi. Près de 2600 salariés se retrouvent désormais sur le carreau. En Ukraine, au moins 24 civils, dont 13 enfants tués par balles et brûlés vifs dans leur voiture au nord-est du pays aujourd'hui. Les autorités ukrainiennes dénoncent des bombardements russes. Dans le même temps, à Liman, dans la région de Donetsk, l'armée russe dit s'être retirée aujourd'hui de cette ville qui était jusqu'à présent sous le contrôle de Moscou. Un peu plus tôt, l'armée ukrainienne a affirmé être entrée dans Liman. Après le Maroc hier, la fin aujourd'hui des mesures sanitaires aux frontières du Canada contre le Covid-19. Le gouvernement a notamment supprimé l'obligation vaccinale pour rentrer sur son territoire. Les obligations de dépistage ou encore de quarantaine pour certains voyageurs sont également levées. La page des sports, nouvelle défaite pour Strasbourg ce soir pour la 9e journée de Ligue 1 de football. Les Alsaciens ont été battus à 3-1 par Rennes. Autre match à suivre dans une heure, le PSG qui accueille Nice. Enfin en rugby, 5e journée de top 14 à retenir notamment la victoire
de Clermont tout à l'heure, 43-20 sur Lyon. Toulon l'a emporté sur Pau, 34-17. Un peu plus tôt, le Stade Français s'est fait battre 15-10 par Bordeaux-Bègles. Et puis à suivre à 21h05, le choc entre le leader La Rochelle et le Racing 92. C'est la fin de ce flash. Bonne soirée à tous. Sud Radio Sport, le MAG, François Trio. Avec vous, les auditeurs Sud Radio, pour vivre cette soirée rugby. Oui, 20h05, ça y est, on rentre dans notre soirée dans 1 heure pile. La Rochelle Racing, on va aller faire un petit tour du côté de Flandre dans un instant. Et puis, juste après, on fera un gros plan sur la Coupe du Monde féminine qui va débuter dans moins d'une semaine. Ce sera en Nouvelle-Zélande. Et on en parlera avec Marie Sampéré, notre invitée, dans un instant sur notre antenne. Direction La Rochelle, Marcel de Flandre. Ce soir, le 6e match de cette 5e journée de top 14. La Rochelle face au Racing avec Antoine Mazère. Bonsoir Antoine, bienvenue sur notre antenne. Bien sûr, voilà, vous êtes arrivé à bon port dans un stade qui, on le sait, fera bien sûr le plein, mais avec une inconnue quand même côté Rochelais, c'est qui pour remplacer Antoine Astoy, qui est blessé quand même pour un mois, hein, le transfuge de Pau arrivé il y a quelques semaines à La Rochelle, qui avait fait un bon début de saison et qui est donc blessé, hein, mon cher Antoine. Oui, un mois d'absence, 4 semaines, annoncé le staff du Stade Rochelais. Stade Rochelais 3e qui en cas de victoire peut mettre la pression sur la première place. Il sera remplacé, Antoine Astoy, par Ulupano Stoiteni, arrivé en provenance de l'UBB à l'intersaison. Il officiera pour la 14e fois de sa carrière à l'ouverture, plus connu pour évoluer au centre, Stoiteni, mais qui assurera l'intérim de Antoine Astoy. Le Stade Rochelais 3e qui rencontre le Racing 92, 9e. Le Racing 92 qui reste sur une défaite au Stade Toulousain à l'extérieur, mais qui compte se racheter. Beaucoup d'attentes autour d'un certain Teddy Thomas qui enchaîne son 3e match consécutif. Lui, l'ancien Racingman, venu se retrouver en terre maritime. Et tout ça dans un 70e match à guichet fermé à Marcel de Flandre, sous une petite brume maritime, mais on attend du spectacle ici du côté de La Rochelle, François. Voilà, avec une autre action côté Racing, c'est le début quand même d'une des recrues et non des moindres, hein. Et oui, le premier match pour Warwick Gelante. J'espère que c'est comme ça qu'on prononce bien. Il vient des Stormers, c'est un international sud-africain. Il a 10 sélections avec les Sudaf. Il vient de remporter l'United Rugby Championship, mais il veut bénéficier du top 14 pour progresser et surtout revenir en sélection. C'est vrai que son départ pour la France et plus particulièrement pour le Racing 92, et ça a beaucoup surpris en Afrique du Sud, mais le joueur il a quand même un statut assez fragile avec les Springboks et il veut vraiment pouvoir s'imposer. Pour lui, il dit que le top 14 c'est le meilleur championnat du monde. Donc on a hâte de le voir dans le meilleur championnat du monde et on a hâte de voir ce qu'il peut faire dès ce soir ici à La Rochelle. Bon, mais on va le suivre en tout cas et ce sera bien sûr sur Sud Radio dans moins d'une heure maintenant. Merci Antoine Mazère, à tout à l'heure sur l'antenne et notamment pour vivre l'avant-match. Philippe Smanguero toujours là, Julien Thomas également et bien sûr Alexandre Priam, hein, vous êtes là messieurs? Toujours bien sûr. Et Marie Sampéré qui nous fait l'amitié d'être avec nous, consultante TF1 pour la Coupe du Monde féminine qui va débuter dans moins d'une semaine. Bonsoir Marie. Bonsoir à tous. Merci, ancienne joueuse du 15 de France et du 7 de France. Comme beaucoup de joueuses, vous avez fait pratiquer les deux rugby. Mais c'est vrai que la France va participer à une 9e Coupe du Monde, mais la première, Marie, dans l'hémisphère sud et en Nouvelle-Zélande, au pays du rugby. Et c'est vrai que on attend beaucoup de cette Coupe du Monde, de cet événement, notamment dans le rugby féminin, hein. Oui, exactement. C'est la première fois que la Coupe du Monde va se dérouler dans l'hémisphère sud. C'est très important pour les Néo-Zélandaises de recevoir cette Coupe du Monde. Il y a eu beaucoup d'attentes, on le redit, elle a été reportée à cause du Covid. Donc ça fait 5 ans que les Néo-Zélandaises et que toutes les équipes se préparent pour enfin pouvoir en découdre. Donc ça va être un événement très attendu. J'ai vu qu'il y avait déjà 30 000 tickets vendus
attendu pour le match d'ouverture, donc on s'attend à beaucoup d'engouement autour de cette compétition. Alors le match d'ouverture, ça va être une journée d'ouverture parce qu'il va y avoir les Françaises qui vont ouvrir le bal face aux Sud-Africaines. Ensuite, il y aura les Anglaises face aux Fidjiennes. Ça, c'est la même poule, c'est des premiers matchs. Et puis ensuite, il y aura, ça sera un petit peu plus tard en soirée à Auckland, mais le matin en France, il y aura le match entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Est-ce qu'on peut dire que Nouvelle-Zélande, Angleterre, France font partie des favorites de cette compétition, comme chaque année, comme chaque édition? Comme chaque édition, avec peut-être une invitée surprise qui pourrait être les Canadiennes ou les Australiennes sur les demi-finales. Mais clairement, les Anglaises, les Françaises et les Néo-Zélandaises sont les favorites. Alors, la grande équipe, évidemment, la grande équipe à abattre, j'ai envie de dire, c'est quand même les Anglaises qui marchent sur l'eau. Elles sont sur une série de 25 matchs sans défaite. Elles n'ont pas perdu depuis juillet 2018. Donc, c'est vraiment une équipe qui est très en forme, qui est peut-être la plus prête par rapport aux Françaises et aux Néo-Zélandaises. Les Blackford qui vont être très compétitives. On sait qu'elles s'appuient beaucoup sur leurs joueuses à 7 et notamment leur star Portia Woodman ou Stacey Fluller qui vont leur faire beaucoup de bien sur les lignes arrière. Et puis évidemment, il y a des Françaises qui vont avec beaucoup d'ambition, qui vont avec ce statut d'outsider, mais ma foi, je trouve que ça leur va bien d'arriver sans pression et on sait que l'équipe de France est capable de faire de très grandes choses quand elles mettent l'état d'esprit qu'il faut. Donc moi, je suis assez optimiste pour un beau résultat de nos Françaises sur cette compétition. Alexandre Priam, une question pour Marie Sampéré. Oui, bonsoir Marie. Le deuxième match face à l'Italie, tu évoques à l'instant quand les Françaises sont dans le bon état d'esprit. On avait noté, et avec le sélectionneur Thomas Drac, le manager de l'équipe de France Thomas Drac, que lors du deuxième match de préparation face à l'Italie, l'état d'esprit n'y était pas. Est-ce que c'était pour toi une simple erreur de parcours ou que cette équipe de France, elle a un souci plus profond? Non, je pense que c'était une erreur de parcours. Voilà, on remet les choses dans le contexte. C'était le deuxième match de préparation, donc il peut y avoir beaucoup de tension, beaucoup de stress à savoir si on va être sélectionné, si on va pas être sélectionné. J'ai senti des filles un peu timorées qui osaient pas vraiment se lâcher. Ça peut être un piège face aux Italiennes qui sont toujours accrocheuses et qui jouent toujours leur va-tout à fond. Je pense que là, et pour les avoir rencontrées avant de partir, elles sont dans un état d'esprit complètement différent. Elles sont arrivées en Nouvelle-Zélande il y a une semaine, donc elles sont rentrées dans le bain et elles vont attaquer le premier match face aux Sud-Africaines avec beaucoup d'envie et je suis sûre qu'on va retrouver l'état d'esprit humble et affamé. Voilà, c'est un peu leur slogan et c'est quelque chose, c'est leur marque de fabrique et je suis sûre qu'on va le retrouver. Une erreur de parcours. Julien Thomas, peut-être une question pour Marie Sampéré. Salut Marie. Salut Julien, ça va? Oui, c'est très bien, merci. C'est Alexandre qui m'a devancé un peu sur la question parce que j'allais te poser par rapport à l'Italie et justement sur le tempérament. Mais est-ce que c'est pas aussi un état d'esprit de suffisance peut-être? Et est-ce que si ça arrive dans le parcours Coupe du Monde, ça peut être, je vais dire, le point un peu négatif d'une équipe? Oui, c'est sûr que les Italiennes, c'est une équipe qu'on a l'habitude de battre et peut-être que on a moins commencé le match avec un niveau de concentration élevé comme on peut le faire quand on joue des équipes plus fortes comme les Anglaises. Maintenant, en même temps, il va mieux que ça arrive maintenant. C'est un peu une piqûre de rappel avant la compétition parce que les Africaines du Sud, ça va être un peu le même style et c'est une équipe qu'on a l'habitude de battre très très facilement. Donc au moins voilà, elles savent que on peut pas se permettre de mal démarrer la compétition. Il va falloir mettre l'engagement et la concentration qu'il faut dès le premier match pour justement se rassurer et jouer les Anglaises qu'on va rencontrer sur le deuxième match de poule avec de la certitude et de la confiance. Philippe Spanghero avec nous également et forcément Philippe vous allez suivre le matin chez nos amis de TF1 cette Coupe du Monde, voilà, parce que vous vous intéressez il y aura des super commentateurs, mais ouais bien sûr, mais non mais surtout et je plaisante pas du tout, mais c'est aussi parce qu'il y a une nouvelle formule des quarts de finale, 12 équipes avant de passer à ces équipes en 2025. C'est aussi un nouveau marché entre guillemets, Philippe, le rugby féminin, il porte un peu le développement du rugby mondial actuellement. C'est un nouveau marché à l'échelle mondiale et à l'échelle du sport dans son ensemble. Voilà, il y a beaucoup de fédérations qui ont pris des politiques et des règles très
très stricte en matière d'égalité salariale. C'est un sujet qui revient beaucoup sur la table. Donc on sent que tout ça bouge et que les filles trouvent une vraie place finalement dans ce marché-là. Et bien sûr pour le rugby, particulièrement en France, ça fait quelques années quand même qu'on voit l'engouement autour de l'équipe nationale quand elle reçoit en France. Les grands stades habituellement réservés aux garçons sont pleins. Et puis au-delà de ça, en termes d'ambiance, c'est toujours des événements particuliers. Donc ça doit servir à la pratique. On sait qu'en France, on a un problème lié à la perte de licenciés. Donc il y a France 2023, bien sûr, dont tout le monde parle. Mais bon, on occulte un peu forcément parce que c'est loin de chez nous cette Coupe du Monde féminine qui se joue en Nouvelle-Zélande. Donc on sait à quel point c'est symbolique et fort. Et bien sûr qu'une bonne performance des Françaises servirait grandement l'image de ce sport et le recrutement de licenciés. Parce que tout l'enjeu pour que notre sport continue à se développer, il est là. Oui, et un enjeu important. Marie Sampéré, c'est vrai qu'elles ont un peu la pression, les Françaises. Elles n'ont pas connu ça avant. Vous avez connu il y a quelques années une équipe de France, on va dire, qui était 100% amateur. Voilà. Aujourd'hui, les filles sont sous contrat. Il y a un peu cette pression. Elles se sont professionnalisées et c'est bien, mais on va dire il y a un impératif de résultat. Eh oui, c'est sûr. Quand on vous donne les moyens de vous entraîner pour être performante, il faut que derrière ça suive les résultats. Donc évidemment que voilà, quand elles perdent ce match de préparation face aux Italiennes, elles sont déçues parce que c'est pas à la hauteur de ce qu'on attend d'elles. Mais encore une fois, il valait mieux que ça se passe maintenant plutôt que là-bas. Et c'est une équipe qui a beaucoup progressé physiquement, qui s'entraîne très dur, qui a fait beaucoup de sacrifices depuis 5 ans. Donc, en tout cas, elles vont tout donner pour être à la hauteur et sans regretter derrière. Oui, il y a quand même aussi dans la poule des Françaises, il y a une équipe qui n'a jamais participé à la Coupe du Monde, c'est les Fidji. Et on sait quand même que cette équipe, oui, voilà, parce que ça reste quand même comme les garçons, les Fidjiens nous ont toujours surpris ou en tout cas gênés. Est-ce qu'on s'en méfie dans les rangs français, Marie ? J'espère qu'on s'en méfie parce que faudrait pas que ça soit comme sur les Jeux Olympiques où les Fidjiennes sont arrivées sur la pointe des pieds et elles ont fini avec une médaille de bronze. Elles ont failli éliminer les Black Ferns qui finiront championnes olympiques en demi-finale. On sait que c'est une équipe avec beaucoup de tempérament, beaucoup de caractère, qui s'est entraînée très dur. La place des Fidjiennes dans le rugby, c'est encore plus compliqué que pour les Françaises. Je regardais un reportage où elles disaient que à l'époque elles jouaient et les garçons leur disaient allez, laissez-nous le stade pour qu'on puisse se jouer, retourner dans la cuisine. Enfin, c'est un peu stéréotype, mais c'est vraiment ce qu'elles ont vécu. Donc pour elles, être sur cette Coupe du Monde-là, c'est déjà une victoire. Et elles ont vraiment l'ambition d'accrocher le plus d'équipes possible. Et moi, je pense que ça peut être une surprise parce que c'est une équipe qui est très physique, on le sait, et qui est bien organisée aussi en termes de rugby. Donc effectivement, il va falloir s'en méfier beaucoup de cette équipe fidjienne. Voilà, les Françaises avec les Fidjiennes, avec l'Afrique du Sud et avec les Anglaises. Ça sera le deuxième match le 15 octobre. Et ça fait partie des gros morceaux. Voilà, le tournoi qui va durer 6 semaines, 43 jours, cette compétition. Donc on aura le temps de la suivre, bien sûr, sur Sud Radio. Les Françaises jouaient aujourd'hui, alors c'était ce matin, avec le décalage horaire, mais jouent aujourd'hui un match d'opposition contre l'Australie pour se préparer avant donc leur premier match qui sera à 3h15 du matin en direct sur TF1, ce premier match entre la France et l'Afrique du Sud. Marie Sampéré, on va vous remercier. On est obligé, si on parle de Marie, on est quand même obligé de parler un peu de Laurent, qui est l'entraîneur des avants du Stade Français. Bon, vous l'avez eu au téléphone, il avait le sourire ou pas avec ce point de bonus décroché à l'UBB? Oui, il était quand même content. Surtout la série de mêlées à la fin, Marie, quand même. Voilà, il devait être énervé sur ça. Il était énervé, mais il était content, voilà, parce que ça aurait été dommage de repartir de Bordeaux sans un point par rapport à la copie rendue. Donc ça va. Il était quand même. Christophe Furios, il était moins content. Hein. Voilà, beaucoup moins content que Christophe Furios. Hein. Bon, Marie, pouvez nous dire, est-ce que vous allez passer un meilleur dimanche avec ce point de bonus ou pas, voilà, que sans le point de bonus? J'ai la chance que ça m'affecte pas trop.
la sphère familiale, les résultats du Stade Français, c'est très bien, mais quand même, on va passer un meilleur dimanche. Et ben on sent qui fait le débrief. On s'en réjouit, hein, en tout cas, on s'en réjouit. Voilà. Merci Marie, à très bientôt et voilà, pour ce petit point sur la Coupe du Monde féminine qui démarrera donc samedi prochain et qu'on suivra bien sûr sur Sud Radio. Messieurs, on va parler de Pro D2 dans un instant. Peut-être qu'on peut écouter Christophe Furios, justement, on en parlait avec Alexandre, pour revenir sur cette victoire. C'était le début de la... Parce qu'il y a matière à débat. Ah ouais, 5e journée, victoire 15-10. Et Christophe Furios, voilà, il a répondu aux questions des journalistes et notamment de notre commentateur, journaliste, reporter, Nicolas Delage. Écoutez-le. Mais le top 14, c'est la jungle. Hein. C'est dur le top 14. C'est la jungle. Donc des fois, il faut savoir gagner des matchs comme ça. Voilà. Donc on a réussi à le faire. Parfois, on était capable de les perdre. Donc là, je trouve qu'on l'a contrôlé. Même si je trouve que on n'a pas les dernières actions, on n'a pas été récompensé. C'est pas bien, quoi. Voilà. On a plusieurs situations où il peut nous récompenser. Ça n'a pas été fait. Ils partent avec un bonus défensif qui, sur l'ensemble du match, n'est pas mérité. Donc voilà, donc en termes de caractère, de méthode, de régularité, de tempérament, vous l'appelez comme vous voulez, je trouve qu'on a été bien. Et je mettrai un point notamment sur la charnière qui a été 9-10-15 ont été très très bons aujourd'hui, quoi. Voilà. Mérité ou pas mérité ce point de bonus du Stade Français, Philippe Songuero? Je trouve plutôt mérité. Je suis surpris des sorties de Christophe Furios d'habitude. Enfin, je vois pas, c'est donner le bâton pour se faire battre là, parce que bon voilà, il y a une victoire un peu poussive. On ne sent pas quand même un grand UBB cette saison, pas très maître de son sujet. Il y a eu beaucoup de fébrilité du côté du Stade Français aujourd'hui, mais avec des intentions, notamment en deuxième période, en termes de jeu, plus que du côté de l'UBB. Je trouve qu'au caractère, cette équipe, elle mérite ce point de bonus. Je suis surpris du discours et de la posture. Ouais, moi aussi, je suis très surpris. Franchement, François, il y aurait eu une équipe qui a totalement dominé l'autre sur le terrain. À la limite, ça pouvait s'entendre. Mais là, pour le coup, on avait deux équipes médiocres offensivement et solides défensivement face à face. Oui. Je suis très surpris, franchement, de cette déclaration. Je ne veux pas réagir, Julien, parce que je sais que vous n'êtes pas neutre lorsqu'on parle du Stade Français, mon cher Julien. On va parler de Pro D2 à un moment. Ils sont 16 à vouloir justement prétendre à la jungle du top 14 et on va y revenir dans un instant et on aura le plaisir d'avoir le président de Colomiers, Alain Carré, qui sera avec nous d'ici quelques secondes. Restez bien sur Sud Radio, page Pro D2 dans un instant. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Chez Leroy Merlin, nous sommes là pour tous vos projets. Alors quand vous nous dites... Moi, j'adore avoir de nouvelles idées pour la maison. Mais ce que je cherche avant tout, c'est les bonnes affaires. On vous répond, faites le plein d'inspiration pour votre maison. Déco, brico, aménagement, découvrez notre sélection de produits à prix irrésistible pendant l'opération Les Coups de cœur maison jusqu'au 10 octobre. Leroy Merlin, et vos projets vont plus loin. On m'avait dit qu'on pouvait pas évoluer dans le BTP. 5 ans plus tard, je suis conductrice de travaux. On m'avait dit que c'était difficile de travailler dans le BTP, mais chaque projet est un nouveau défi que je relève avec fierté. On m'avait dit que le BTP n'était pas un secteur innovant. Pourtant, chaque jour, je rénove et je construis avec des matériaux plus écologiques. Sortons des clichés et construisons maintenant le monde de demain. 300 000 postes sont à pourvoir dans les métiers de la rénovation énergétique et du bâtiment. Vous aussi, trouvez votre nouvelle voie sur france-rénov.gouv.fr/recrutement. Ceci est un message du gouvernement. Sud Radio Cagnes-sur-Mer. 97.9. Sud Radio. Entrepreneurs, osez vous métamorphoser. Participez à la 8e édition de BIG, BPI France Inno Génération. Plus de 500 ateliers, conférences et masterclass. Une journée pour comprendre les enjeux de demain, développer votre business et votre réseau. Rendez-vous le 6 octobre à l'Accor Arena Paris. Plus d'infos sur big.bpifrance.fr. En partenariat avec les Indes Radios. Renault. Aujourd'hui, on essaie tous de consommer autrement. Comme Marc qui remet à neuf son vieux vélo ou Julie qui relook sa commode. Chez Renew, depuis 60 ans, nous révisons et reconditionnons vos véhicules pour leur offrir une nouvelle vie. Les garanties Renew en plus. Et en ce moment avec Renew, repartez avec votre Renault d'occasion prêt à partir et maîtrisez votre budget. 3 ans d'entretien et 3 ans de garantie pour 1 euro de plus, pièces et main d'œuvre avec assistance inclus. Renew, nouveau pour vous. Voir conditions sur Renault.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun. Sud Radio Sport, le MAG, François Trio.
Avec vous les éditeurs Sud Radio pour vivre la soirée rugby Racing face à La Rochelle. La Rochelle Racing plutôt dans le bon ordre. C'est dans 35 minutes environ et on va vivre ça bien sûr ensemble. Pour l'heure, c'est une page Pro D2. Alexandre Priam, la Pro D2 nous manque. Quand il y a un week-end de break, on a envie d'en parler parce qu'on suit, on est la seule radio à suivre cette compétition avec autant d'implications, on dira, avec notamment les multiplex du vendredi. Et donc il est temps de faire un petit point parce que c'est vrai que ce championnat est assez haletant et surtout il est bien organisé. 5 journées, on break et ce système de blocs, eh bien, il permet aussi de pouvoir faire le point et se projeter pour en parler avec nous. Alain Carré, le président de Colomiers qui est avec nous. Bonsoir Alain. Oui, bonsoir. Merci d'être avec nous. On en profite également. On libère Philippe Spanghero. Il n'y a aucun lien de cause à effet, mais on le salue, voilà, parce que c'était à 20h20, donc on a un petit peu de retard. Merci Philippe d'avoir été avec nous dans le mag. Et, bonsoir messieurs. Et puis Julien Thomas qui est avec nous, lui aussi consultant Sud Radio, qui suit bien sûr la Pro D2. Est-ce que le premier bloc vous a satisfait, président Carré, président de Colomiers, parce qu'on sait que votre équipe est une des prétendantes, alors peut-être pas la favorite, mais en tout cas l'un des outsiders pour la montée. Ben écoutez, le premier bloc, comptablement, il me satisfait. Mais bon, après le match de la semaine dernière, donc on recevait Vannes, il fallait qu'on le prenne celui-là pour que je sois pleinement satisfait. Bon, on est allé gagner à Agen, derrière on perd contre Vannes, donc bon, c'est pas, malgré tout, bon, il y a un petit ressenti, un peu ressenti qui est voilà, comment je dirais, qui me laisse un petit peu sur ma faim quand même, voilà. Mais enfin, on est quand même dans les 6 aujourd'hui. C'est pas mal. Bon, on a pris un point. On pouvait en prendre un ou plus à Rouen. Je suis peut-être plus déçu de la défaite à Rouen, non pas que de la défaite contre Vannes. Mais voilà, bon, on est là, 13 points. On est dans les 6. Maintenant, il y a un bloc qui se dessine avec un déplacement à Béziers la semaine prochaine. Bon, voilà, on est vraiment ça y est, dans le dur. Voilà. D'une manière générale, et avant de donner un petit peu la main à Alexandre Priam, qui est notre monsieur Pro D2, mais est-ce qu'elle n'est pas un peu plus homogène que les précédentes saisons, cette Pro D2 cette année? Ben, on le dirait, on s'aperçoit que tout le monde peut battre tout le monde. Bon, moi je voyais... avant, je voyais Aix-en-Provence pratiquement devant, même peut-être devant Oyo, tellement l'armement qu'ils ont aujourd'hui, alors que c'est pas le cas. Alors hormis Aix qui est quand même un petit peu derrière, tous les autres, on s'aperçoit que c'est vraiment juste. Il y a des écarts minimes chaque fois. Sur quasiment toutes les rencontres, et donc il y aura encore beaucoup de surprises, je pense, dans cette Pro D2 cette saison. Alexandre Priam avec Alain Carré. Oui, c'est vrai que du côté de Colomiers, il y avait une bonne saison dernière. Qu'est-ce que vous avez changé, qu'est-ce que vous avez modifié dans cet effectif de Colomiers à l'intersaison avant d'entamer cette saison, Alain Carré? Changements, donc il n'y a pas eu énormément de changements, mais quand même il y en a eu. Je pense que quand on a terminé la saison, après le repos, il faut redémarrer. Et à ce moment-là, donc on a trouvé pas mal de nouveautés un peu. On est parti, comme d'habitude, là par contre c'est pas une nouveauté. On est parti sur Saint-Lary, mais avec une méthode peut-être de fonctionnement, de préparation un petit peu différente. On a amené dans les lignes arrières parce que nous étions, je crois, la seule équipe de Pro D2 à avoir uniquement que 2 entraîneurs, pas de manager, avec un entraîneur principal qui est Julien Sarraute et Fabien Bernot qui étaient devant. On a amené cette année quelqu'un qui s'occupe des lignes arrières, donc avec Julien Sarraute, qui est Florent Nico, qui donc a arrêté sa carrière professionnelle. Donc ça, c'est quand même quelque chose de nouveau. Sinon, on a conservé nos jeunes. Ça c'est déjà très très bien, il y en a quelques-uns qui ont été chatouillés, mais nous les avons aujourd'hui. On a eu un tout petit recrutement puisqu'on a uniquement que 3 recrues, ce qui est pour nous, c'est vraiment pas beaucoup, mais c'est même rare d'avoir uniquement que 3 recrues dans un groupe. Après, ils ont l'avantage tout le monde de se connaître. Voilà, on est quand même bien, on est le 8 ou 9e budget de la division, notre 10e masse salariale.
malgré tout avec quand même des résultats qui sont au-delà de ça. Bon, voilà, donc on démarre là, on a une zone d'entraînement qu'on est en train de... ça démarre d'ailleurs lundi, là, un terrain synthétique que nous faisons, avec une zone qui sera couverte, de manière qu'on puisse, sur les périodes hivernales, donc avoir un entraînement qui soit digne de celui-là. C'est un petit peu difficile quand on n'a pas d'endroit où se mettre quand on a la flotte. Donc voilà, donc là, il y a pas mal de choses qui ont été faites. Donc je crois que le groupe vit bien. Je crois, bon, ça c'est facile, tout le monde le dit, mais bon, moi, vraiment, je le pense. Voilà, bon, on a quelques blessés aujourd'hui, hein, on n'a pas Palisson, on n'a pas Pirlé, on a Moreno, Pimienta, Wetton. Bon, on n'en parle pas beaucoup, mais malgré tout, bon, tout le monde arrive, hein, puisque ce ne sont pas de grosses blessures. Et bon, voilà, on est fin prêt, quoi, pour continuer ce championnat. Avec des objectifs en début de saison, si vous pouvez nous le dire, hein, on parle vrai sur Sud Radio, Alain Carré. Qu'est-ce que vous avez établi comme objectif pour Colomiers, pour vos joueurs? Mais d'abord la qualification, bien sûr. Mais bon, moi, j'ai dans le coin de ma tête, moi, une qualif, mais bon, voilà, qu'on joue à domicile, qu'on n'aille pas chercher à l'extérieur. Ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans qu'on va essayer d'accrocher notre demi donc à l'extérieur. Chaque fois au Oyonnax, ça fait 2 fois sur Oyonnax. Et puis bon, chaque fois on perd, pas de beaucoup, mais on perd. On voudrait cette année que ce soit à la maison. Voilà, ce serait quelque chose de grand pour le groupe, pour nos partenaires, nos actionnaires, nous-mêmes, la municipalité. Bon, mais on voudrait faire donc une demi à domicile. Une demi à domicile. Julien Thomas, vous les voyez comment, vous, ces Columérins, depuis ces 5 journées que vous avez observées en étant sur l'antenne de Sud Radio? Oui, c'est vrai que bonsoir Julien Thomas. C'est des Columérins, mais même les saisons précédentes qui construisent petit à petit formidablement bien. Dans le recrutement, comme disait, c'était juste 3 joueurs, mais pour garder nos statures vraiment qui se connaissent, les joueurs, on sent l'osmose et la connexion sur le terrain, avec un jeu en plus qui est assez agréable et assez ouvert. Maintenant, quand je vous entends parler, c'est pas une montée alors que vous visez, c'est juste une qualification et puis vous cherchez pas forcément à monter dans le top 14. Bon, l'ambition d'une demi, quand on joue une demi à domicile, c'est pour faire une finale, et quand on joue une finale, c'est pour la gagner, bien sûr. Ouais. Non, mais est-ce que l'objectif aurait des règles solides? Non, l'objectif premier n'est pas le top 14 pour Colomiers, mais si un jour ça le fait, eh bien on va tout faire pour figurer et puis pour jouer un maintien, si ça nous arrive. Donc bon, le top 14 aujourd'hui, vraiment, là je vous parle très franchement, ne me fait pas peur. Je pense qu'aujourd'hui, il est peut-être plus difficile de batailler en national pour monter en Pro D2. Aujourd'hui, je pense que si on accède sur le top 14, on verra. Vous savez, le top 14 amènera pratiquement 4 millions d'euros supplémentaires, entre 4 et 5 millions d'euros. Donc aujourd'hui, mais c'est vrai qu'on a la 8, on va pas péter bien loin avec 13 millions. Par contre, on double quand même notre masse salariale. On double notre masse salariale, ce qui veut dire que malgré tout, on peut avoir un recrutement sur quelques éléments, sur quelques éléments supplémentaires qui pourraient nous faire espérer un maintien sur un top 14 si on y arrivait. Donc dans la tête on l'a. Si on y arrive, on va y aller. Mais ce n'est pas une obsession. On ne sera pas. on ne sera pas catastrophé si ça n'arrive pas. Voilà. Et question d'Alexandre Priam, notamment sur la formation columérine. Oui, parce que Colomiers est en première ligne pour voir les jeunes s'inscrire dans ce magnifique sport, parce qu'il y a une très grosse école de rugby. C'est combien d'enfants et de jeunes du côté de Colomiers, Alain Carré, et surtout, quelle est la dynamique? Est-ce qu'il y a une tendance à l'augmentation, à la réduction du nombre de licenciés à Colomiers? Non, le nombre de licenciés, il stagne à peu près. Aujourd'hui, on doit être entre 550 et 600 licenciés donc à Colomiers, avec un magnifique centre de formation.
avec donc un magnifique centre de formation qui est aujourd'hui Aurélien Bécaud, notre ancien capitaine valeureux, donc il gère ça avec Philippe Filiatre. Donc bon, voilà, un très très bon centre de formation avec une vingtaine d'éléments dans notre centre. Bon, je crois que ça c'est bien, mais qui beaucoup s'entraînent d'ailleurs avec le groupe pro. Et puis Julien Sarraute, bon, bien souvent en appel, donc avec la une. Sur la période où nous avons fait nos stages, bon, mais ils sont venus avec nous, donc ce qui fait qu'on est, on est bien avec ces jeunes sont bien chez nous. Donc on a un du centre de formation qu'on a prêté même à Blagnac, notre deuxième ligne. Donc voilà, aussi ça fait, voilà, on a un joueur qui vient du Stade Toulousain qu'on a eu en prêt, nous on en prête un à Blagnac. Bon, mais ça c'est un peu, c'est le 31, c'est un petit peu le Haute-Garonne. Donc c'est bien. J'en profite pour dire quand même que Julien Sarraute, s'est engagé 2 ans supplémentaires avec nous. Donc voilà, il est 2 ans avec nous, c'était important. Au moment où on était en train de discuter, parce qu'il y a 21 fins de contrat quand même sur cette saison. Donc bien sûr, certains qu'on gardera, certains qui partiront, certains qui arrêteront leur carrière. Mais il y en a qui discuté. Il fallait quand même conclure avec Julien, de manière que à ce jour-là, ils puissent savoir par qui ils seront dirigés. Voilà. Oui, et pas par Julien ? Oui, par Julien, bien sûr. Ce sera Julien Sarraute qui a pris 2 ans de plus. Donc il terminait donc son contrat à la fin de la saison et on a renquillé 2 ans de plus, c'est-à-dire 23, 24, 24, 25. Eh ben voilà, ça c'est au moins ça c'est sécurisé et ça doit quand même faire du bien aussi à vos joueurs. Colomiers et Toulouse, voilà, c'est aussi une histoire qui existe encore chez les jeunes. Je crois que la semaine dernière en Crabos, il y avait un Colomiers Stade Toulousain pour ouvrir la saison. Voilà. Et comment on existe économiquement on parlait de montée. Voilà, quand on est à Colomiers, les partenaires, qu'est-ce qu'ils viennent chercher de différent par rapport au Stade Toulousain? Et comment vous arrivez à justement mettre en valeur cette singularité? C'est vrai, c'est une question qu'on me pose assez souvent. Bon, il faut savoir déjà qu'avec le Stade Toulousain, on a une grosse entente. Didier Lacroix est un ami. Et le Stade, on a toujours eu de très bons rapports. Voilà, maintenant, le Stade, ils sont, je ne sais plus, 20 fois champions de France, etc. Nous, on vit notre vie. C'est un peu différent. On axe beaucoup sur la convivialité. On a un noyau de partenaires extrêmement important. Nous en avons pratiquement 400. On dépassera les 400 d'ailleurs cette année au niveau partenariat. On a plus de la moitié de notre budget qui vient de nos partenaires, ce qui est quand même très très important. Donc 55% viennent du partenariat. Beaucoup axés sur le monde du bâtiment, mais sur la promotion, sur le bureau d'études des architectes. Voilà, donc on renouvelle très très souvent nos partenaires. Il y en a peu qui arrêtent, bien sûr quelques fois, mais ils sont remplacés. On a perdu des partenaires maillots et c'est très très important ces 2 dernières années, mais que nous avons remplacés. Et ça, on va le dire, mais on a perdu donc celui qui était notre cœur de maillot, qui est dans la grande distribution, donc on l'a perdu. Il a été remplacé par le groupe Lagarigue, ils sont dans les prothèses, etc. Donc on l'a. Et puis on a perdu aussi une boîte d'intérimaires que nous avions dans le dos depuis une décennie ou pas loin. Donc voilà, il y a le groupe Caillot. Aujourd'hui, il y a patrimoine Caillot qui sont venus dans le dos. Donc on a enquillé des contrats de 3 ans. Voilà, donc on a un maillot qui pèse très très lourd à Colomiers, puisque donc il pèse quasiment un quart de notre partenariat. Donc voilà, on arrive à vivre bien. Nous avons des partenaires qui sont aussi partenaires du stade d'ailleurs. Donc voilà, moi je vais très souvent au stade sur leurs manifestations. Le stade et Didier viennent à Colomiers. C'est très bonne entente entre nous.
Bon, en tout cas, on le souhaite. Et c'est vrai que ça serait bien pour le rugby d'avoir ce derby toulousain si Colomiers pouvait retrouver le top 14. Ça serait magnifique. Petite question quand même inhérente à Fabien Galtier, parce qu'il a marqué l'histoire de votre club avec Jean-Luc Sadourny notamment, et puis bien d'autres, parce que c'est vrai qu'on s'est souvent régalé quand même dans les fin des années 90 là, avec Colomiers, finaliste, on le rappelle, du championnat en 2000 face au Stade Français. Est-ce qu'il a toujours un œil bienveillant avec vous? Est-ce qu'il vient par exemple sur certains entraînements et tout entre deux sessions avec l'équipe de France? Écoutez, moi je vais vous dire que la semaine donc avant que nous jouions contre Vannes, Fabien Galtier était bord du terrain, appuyé sur la main courante. Donc voilà. Bon, il avait un petit œil sur Matisse quand même, parce que bon, son fils est là, c'est un petit peu logique. Non, mais je sais qu'il a aussi avec Julien Sarraute, il converse souvent. Donc voilà, donc Fabien, nous le voyons de temps en temps à Colomiers, oui. Bon, on n'en doute pas, et c'est plutôt aussi le signe de votre club qui est quand même un club à part, et qui continue sa vie dans l'ombre du Stade Toulousain, mais toujours avec un rugby qui est plaisant et qui est attrayant. Voilà. Peut-être Alexandre pour conclure avec le président Carré qu'on va libérer et remercier. Peut-être une dernière question, Alexandre. Oui, sur le prochain match face à Béziers, puisque ce sera sur Sud Radio. Vous le savez, comme tous les matchs du vendredi, on aura d'ailleurs un focus très très particulier sur ce Béziers-Colomiers. Nous serons au stade du côté de Raoul Barrière. Quels objectifs pour Colomiers à Béziers? Un succès face à une équipe que vous considérez comme un adversaire direct ou comme pas tout à fait? Très très belle équipe, très belle équipe. Donc ils ont chuté Angoulême le week-end dernier, mais très très belle équipe Béziers avec des éléments, de très bons éléments. Ce sera quand même difficile, ça va taper fort, mais on y va là-bas pour amener quelque chose. Je ne le cache pas, et si je vous dis le contraire, je ne serai pas honnête. On va essayer de faire quelque chose donc à Béziers, donc on y va pour. Voilà. Merci beaucoup Alain Carré, président de l'US Colomiers, d'avoir été avec nous en direct sur Sud Radio dans ce week-end sans Pro D2, mais on suit toujours la Pro D2 et on est très fiers de suivre ce championnat que l'on aime beaucoup. Merci à vous, je vous souhaite une bonne soirée et bien sûr une grande saison avec Colomiers. Merci beaucoup. Allez, merci à Sud Radio. Merci. La Pro D2, peut-être Julien, on a compris quand même que le président Carré, il dit pas ouvertement qu'il veut remonter, mais enfin quand même, ça l'intéresse. Ça ne dérange pas. Oui. Quand t'as la porte qui s'entrouvre parce que tu es en finale, c'est sûr que tu vas pas négliger et perdre facilement une finale alors que tu es aux portes de la montée. Mais je pense pas que ce soit des ambitions immédiates vu la construction économique de Colomiers. Par contre, dans l'avenir, il y a les possibilités qu'il y ait ce projet-là. Mais on parlait justement avec la dernière question d'Alexandre par rapport à Béziers. Le match à Béziers de Colomiers va se déplacer à Béziers. C'est sûr que ça va être dur. Mais là où ils ont loupé le coche quand même, parce qu'ils auraient pu être dans les 4 premiers, Colomiers, c'est de perdre à la maison contre Vannes qui joue à 14 dès la 25e minute. Vannes prend un rouge. Donc c'est ce match-là qui vient de passer qui aurait pu donner d'autres esprits à Colomiers. Ouais, effectivement. On peut peut-être rappeler, Alexandre, le programme de la Pro D2 du week-end prochain. On aura des super matchs. C'est bien sûr qu'on l'a, évidemment. Et ça sera sur notre antenne. Tu as déjà parlé de Béziers-Colomiers, mais il n'y a pas que ce match, il y en a plein d'autres. Il y en a des super, franchement. Montauban-Biarritz, ce sera dès jeudi. Nous, on arrive dès vendredi pour faire les 8 autres matchs, les 7 autres matchs. C'est plus facile quand on compte bien. Avec Béziers-Colomiers, donc à 19h, à 19h30, Nevers-Rouen. Vannes-Grenoble. Le Vannes-Grenoble, il va être passionnant. Le Mont-de-Marsan-Soye-Angoulême aussi.
Agen-Aurillac, attention Aurillac, hein, très bien en ce début de saison. Carcassonne-Massy entre deux équipes, je crois que c'est 15e contre 16e. Et puis à 21h, Aix-en-Provence-Oyonnax entre l'équipe qui a le plus gros budget de ce championnat, hein, presque à égalité avec Grenoble, c'est Aix-en-Provence, face à celle qui a pour l'instant le plus convaincu des observateurs, hein, semble-t-il. Cette équipe d'Oyonnax sera à 21h, Aix-en-Provence-Oyonnax pour la 6e journée de Pro D2. Ouais, on a envie de dire, Julien, pas de droit à l'erreur pour Aix-en-Provence, hein, face à Oyonnax, vu la situation. 14e, 8 points. Grenoble et Oyonnax qui en comptent déjà Oyonnax 15 et Grenoble 17. Ça veut dire que pour essayer d'être dans le top 6, là, il faut vite enchaîner. Là, surtout à domicile. Là, c'est Aix qui reçoit Oyonnax, qui est en forme, qui est en confiance. Et puis surtout avec cette petite transition de bloc, week-end de repos, tout le monde va être frais. Donc, ouais, c'est pas un match facile de la réception de Oyonnax pour Aix-en-Provence. Maintenant, ils n'ont pas le choix, parce qu'ils ont grillé des cartouches déjà à domicile, et s'ils veulent, avec le budget qu'ils ont et les ambitions prévues en début de saison, je pense qu'ils ont le couteau sous la gorge. Voilà, on suivra ça parmi les autres affiches détaillées tout à l'heure, il y a quelques instants par Alexandre. Donc cette 6e journée de Pro D2 que l'on suivra sur Sud Radio vendredi à partir de 19h30. Hein. Attention, 19h30 la Pro D2 sur Sud Radio le vendredi.